Bonjour tout le monde. Donc Patrick Bessé, je suis ingénieur de recherche à l'INRAE, agroéconomiste. Donc je m'intéresse un peu à l'évolution du revenu dans les exploitations agricoles et l'impact des structures, des marchés, des politiques sur l'évolution des revenus et sur la productivité globale également des exploitations agricoles. Et depuis la constitution du pôle bio en 1998, je fais partie un peu du conseil scientifique de ce pôle bio, donc c'est-à-dire investi dans l'étude des systèmes d'élevage en agriculture biologique depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Donc le travail que je vais vous présenter, c'est un travail qui a été fait donc par Edith Kouakou, qui était en stage Master 2 avec moi là sur les 6 derniers mois. Donc les résultats sont tout frais, vu qu'elle a terminé son stage fin septembre, il y a pas si longtemps que ça. Donc ce sont les performances d'élevage ruminant bio du Massif central. Diapo, s'il te plaît. Donc, ce sont les fermes du réseau du projet Bioréférence. Ce sont des fermes qui sont suivies annuellement, enquêtées tous les ans. Il y a à peu près 70 fermes dans ce réseau. Et sur les 70 fermes, là, ce que je vais vous présenter, ce sont les résultats de 58 fermes en échantillon constant sur les 5 ans. Et vous voyez que sur les 58 fermes, on a 16 bovins lait, 13 bovins viande, 11 ovins lait, 10 ovins viande et 8 caprins lait. Et toutes les données structurelles, techniques, économiques de ces fermes sont enquêtées par les ingénieurs chambres ou des groupements d'agriculteurs bio et renseignées et stockées dans la base de données Diapason. Voilà. Donc vous avez sur cette courbe, sur la diapo précédente, vous avez un peu la répartition sur tout le massif central. Donc là, je vais vous présenter un peu des résultats globaux de l'ensemble de ces 58 fermes, hein, sans rentrer dans des particularismes bovin lait ou caprin ou autre, mais c'est vraiment une photographie un peu globale de l'ensemble de ces fermes. Donc ce qu'on remarque, c'est que sur 5 ans, les structures s'agrandissent, hein, vu que vous voyez que la courbe en bleu, la surface agricole utile passe de 90 à 97 hectares, et le nombre d'UGB total passe de 76 à 82 hectares. Donc les surfaces s'agrandissent, la surface fourragère s'agrandit, mais le nombre d'UGB totaux s'agrandit en même temps que la surface fourragère, donc c'est-à-dire que, il n'y a pas de décapitalisation, on n'a pas observé sur ces 5 ans de décapitalisation, et que comme le nombre d'UGB s'agrandit en même temps que celui de la surface fourragère, les chargements restent stables aux environs de 1 UGB hectare. Sur le graphique d'à côté, vous voyez l'évolution de la main-d'œuvre totale avec la distinction exploitants, bénévoles et salariés. Mais globalement, la main-d'œuvre totale augmente aussi légèrement. On passe de 2,08 à 2,26 UMO par exploitation. Donc, ce qui veut dire que la productivité de la main-d'œuvre ou le nombre d'hectares par travailleur reste à peu près stable. Contrairement à ce qu'on observe en conventionnel où les surfaces augmentent, mais par contre, la main-d'œuvre diminue. Donc là, on a augmentation de la main-d'œuvre en même temps que la surface. Diapo suivante. Alors, globalement, au niveau économique, forcément, comme on s'agrandit, on voit que la production, les aides totales et les charges augmentent. Bon, c'est normal, ça part avec l'agrandissement. Par contre, sur ce graphique, vous voyez l'augmentation du produit brut total, c'est-à-dire le produit animaux, végétaux et puis les aides en 5 ans augmente en euros constants de 25 000 euros, donc c'est-à-dire 13%, alors que les charges totales, c'est-à-dire charges opérationnelles plus charges de structure, elles augmentent de 36 000 euros, c'est-à-dire de 23%, donc elles augmentent plus vite que le produit. Et ce que j'ai encadré, surligné, là, vous voyez que dans les charges, finalement, les postes qui augmentent le plus rapidement et le plus en 5 ans, ce sont les charges opérationnelles animales et les charges travail, mécanisation et bâtiment. Donc, on y reviendra un tout petit peu plus en détail ensuite. Diapo suivante. Donc, finalement, on voit que les charges augmentent plus vite que les produits. Donc, vous avez à droite, là, les différents soldes économiques, EBE, revenu disponible, valeur ajoutée. Et on voit que, par exemple, le revenu disponible en orange, il chute, c'est-à-dire qu'il passe de 33 700 euros à 25 400 euros.
on perd 25%. Donc 25 000 euros, ce qui reste quand même un niveau relativement considérable, mais c'est quand même 25% de moins qu'en 2014. Et sur le graphique de gauche, bah, vous voyez en bleu que finalement, si on prend l'indice de quantité vendue, où là on cumule tout, du lait, de la viande, des céréales, et qu'on fait des indices en moyenne, bon, bah, la quantité vendue a augmenté. En vert, vous voyez que le prix moyen, l'indice des prix moyens, finalement, a légèrement augmenté, mais les prix n'ont pas chuté. Donc, par contre, en orange, eh ben, les coûts de production ont augmenté. Donc, diapo suivante. Alors, pour terminer, je vais vous présenter rapidement la formation et le partage des gains de productivité, c'est-à-dire qu'on voit que les produits et les charges augmentent, mais on peut se poser la question de savoir c'est quoi finalement qui augmente. Est-ce que ce sont les volumes produits qui augmentent ou est-ce que ce sont les prix qui augmentent? Tout comme dans les charges, est-ce que ce sont les volumes des intrants qui augmentent ou est-ce que c'est le prix d'achat des intrants qui augmente? Donc pour ça, je vais calculer les gains de productivité, c'est-à-dire calculer un solde qui correspond sur la période à la variation des volumes produits moins la variation des intrants produits. Hein, et si le volume des intrants augmente plus vite que celui des produits, ben, il y a perte de productivité. Alors on va résumer ça sur un graphique. Hop, voilà. Sur ce graphique, vous avez le cumul entre 2014 et 2018 de la valeur des gains de productivité et des variations de prix. Alors, si vous regardez l'histogramme bleu clair sur la gauche, vous voyez qu'il est négatif en moins 20 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une forte baisse de la productivité globale du fait que le volume des produits sur les 5 ans a augmenté moins vite que les volumes d'achat des intrants. Et dans les intrants, donc là je ne vais pas vous le présenter, mais j'ai quand même zoomé, et les intrants qui ont le plus augmenté en volume, ce sont les aliments achetés et notamment les fourrages achetés. Le volume de fourrage acheté a beaucoup augmenté sur ces 5 ans. Donc est-ce qu'on a un effet sécheresse? Et également la mécanisation. Donc en euros constants, juste le volume de la mécanisation a énormément augmenté. Ensuite, en vert, vous avez qu'à augmenter aussi les aides. Donc là, on a une augmentation du montant unitaire des aides. Hein, et entre les deux, vous avez des variations de prix. Et on constate que les variations de prix de vente des produits ou les variations de prix d'achat des intrants varient très peu. Donc, on a une relative stabilité des prix des produits vendus et des intrants. Et je mets, contrairement au conventionnel, où on a une très forte volatilité qu'on n'observe pas sur ces exploitations bio. Mais malgré tout, malgré la stabilité des prix, malgré l'augmentation des aides, la baisse de la productivité a entraîné une baisse de la profitabilité des exploitations. Et vous voyez donc l'histogramme à droite en bleu foncé qui est négatif, qui représente la profitabilité des fermes. Donc pour conclure, diapo suivante. Non, ce n'est pas pour conclure. Un petit point sur un peu la variabilité. Là, ce sont des chiffres moyens que je vous ai montrés, mais on a quand même une certaine variabilité de typologie d'exploitation. On a fait des analyses de données, donc une classification. Et grosso modo, on peut voir que l'ensemble de nos 58 exploitations peuvent se discriminer selon 3 types, hors type de production. On a éliminé l'effet type de production. Et les types qu'on peut retrouver, ce sont des herbagers de taille moyenne spécialisés sur une production avec une forte autonomie fourragère. Ensuite, on a des exploitations de plus petite taille qui sont relativement intensives à l'hectare, un chargement plus élevé et utilisent beaucoup d'intrants pour combler justement le fait qu'il y a beaucoup d'animaux par hectare. Et enfin, on a des exploitations de plus grande taille, polyculture élevage, et avec une forte productivité du travail, mais également une forte autonomie alimentaire globale, c'est-à-dire qu'elles peuvent utiliser les céréales produites sur l'exploitation pour complémenter les animaux. Par contre, sur ces 3 types-là, sur cette variabilité-là, on n'a pas de relation très évidente avec les résultats économiques, c'est-à-dire qu'on a des bons et des moins bons résultats économiques dans les 3 types d'exploitation identifiés. Mais malgré tout, peut-être on observe une légère tendance à avoir des meilleurs revenus disponibles par travailleur dans les systèmes polyculture élevage de plus grande taille
et qui sont autonomes. Donc maintenant, voilà, pour conclure, donc quelques réflexions. Tout d'abord, sur ce panorama très global, c'est qu'on a quand même en moyenne sur 5 ans des performances et une efficience technico-économique globalement bonnes. Même si c'est en baisse, globalement, les chiffres moyens sur 5 ans restent bons. Vous voyez un EBE sur produit brut de 38% en moyenne sur 5 ans. Et ce sont des systèmes créateurs de richesse avec une valeur ajoutée en moyenne sur 5 ans de 620 € par hectare. On observe une très bonne stabilité de la productivité animale, alors sauf chez les ovins viandes, où là c'est abaissé, mais dans les autres productions, la productivité animale et les prix de vente sont restés relativement stables, ainsi que le prix d'achat des intrants et des services. Comme dans toute exploitation agricole des statistiques nationales, on a une tendance à l'agrandissement, mais par contre une particularité sans augmentation de la productivité du travail, c'est-à-dire que le nombre de travailleurs augmente en même temps que la surface agricole totale. Mais le point le plus important, ou un point important, c'est que sur 5 ans, on a une augmentation des quantités d'aliments achetés, notamment les fourrages, et une augmentation de la mécanisation, et donc une baisse de la productivité globale de 2,6% par an. Donc les points d'attention qu'on pourrait relever, c'est l'agrandissement, mais ça c'est vrai pour toutes les exploitations agricoles d'élevage, l'agrandissement, l'efficience et la productivité des systèmes d'élevage. Voilà, je pose toujours la question, est-ce qu'on n'est pas arrivé à une limite de la taille des exploitations agricoles pour pouvoir optimiser l'utilisation des ressources de la ferme? Également, on voit que l'autonomie fourragère et la sécheresse, il y a eu beaucoup d'achats de fourrage. Donc, est-ce qu'il faut continuer à poursuivre sur ces achats? Est-ce qu'il faut se poser la question du chargement? C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de décapitalisation dans nos fermes. Est-ce qu'il aurait mieux valu décharger un petit peu ou pas? C'est une question. Mais pareil pour les cultures fourragères, est-ce qu'il faut se poser la question d'insérer de nouvelles cultures fourragères, de gérer différemment le système fourrager si justement la ressource fourragère à l'échelle de l'année devient de plus en plus rare ou se répartit de façon différente. Et enfin, dernier point, je dirais, de veille à avoir, c'est agrandissement et mécanisation. C'est-à-dire qu'il y a un point que je relève depuis pas mal d'années, qu'on affirme haut et fort, c'est qu'en élevage, il n'y a pas d'économie d'échelle. Plus on s'agrandit, plus on augmente les charges fixes par hectare. Et encore, dans ces réseaux bio, on observe la même chose, le poids de la mécanisation qui augmente plus vite que l'agrandissement. Voilà, je vous remercie. Et donc, sur la dernière diapo, vous avez le lien sur les résultats du projet Bioréférence. En cliquant sur les petites icônes, vous aurez tous les résultats par production avec les détails année par année et par production pour aller un peu plus loin de tout ce que je vous ai dit là. Merci Patrick. C'était super intéressant d'avoir cette analyse transversale. Ouais, vraiment merci. Je trouve que c'est un beau travail. Alors, il y a deux questions qui viennent, notamment autour des aides. Tu as parlé d'une augmentation des aides, alors que les aides PAC n'ont pas changé. Donc, est-ce que c'est d'autres types d'aides, aides couplées, aides découplées ou autres? Et est-ce que tu as pris en compte des aides sécheresse ou des aides autres, comme des aides luzerne dans l'analyse? Comment expliquer l'augmentation des aides? Alors, les aides, déjà, il y a une augmentation liée à la taille des fermes. Quand vous avez X euros de DPU par hectare, si vous augmentez la taille de votre exploitation avec les DPU qui vont avec, automatiquement, les aides en valeur absolue, elles augmentent. Les aides qui sont prises en compte ici, donc on est à l'échelle exploitation, donc ce sont toutes les aides qui sont relevées dans diapason. Donc que ce soit les aides du premier, du deuxième pilier, des aides exceptionnelles, des aides sécheresse, etc. C'est l'ensemble des aides. Alors à ce niveau-là, donc là, je n'ai pas en tête dans l'augmentation qui est montrée quel est l'effet taille et quel est l'effet aide spéciale sécheresse. Mais dans diapason, de toute façon, on a le détail, donc on pourrait calculer, voir ce détail-là. Voilà. Merci. Une autre question, elle m'a aussi questionné sur la productivité en ovins, comment ça se fait qu'elle baisse? Parce que j'avais pas forcément cette lecture pour travailler sur les ovins
façon générale. Comment expliquer la baisse de la productivité en ovins et viandes, notamment à la fin, ça faisait partie des questions, mais tu l'as détaillé à la fin. Est-ce qu'il y avait des impacts un peu de filière qui pouvaient peser sur ces résultats? Moi, je me disais, la viande bovine, ben, peut-être que c'est plus favorable à l'agrandissement, point d'interrogation. Et là, la question, c'était voilà, comment expliquer la baisse de productivité en ovins, viande? Alors, bon, déjà, pour l'effet production, là, Edith, elle avait regardé, je ne voulais pas présenter, mais l'évolution de la productivité globale des facteurs pour l'ensemble, pour chacune des productions, et à des degrés plus ou moins divers, les tendances restent les mêmes malgré tout. Hein, on ne peut pas dire que ce sont les bovins viandes qui ont augmenté, et puis, admettons, les caprins qui sont restés stables ou ont baissé de taille. Tout le monde a eu à peu près en tendance les mêmes évolutions. Bon. Et c'est vrai que j'en ai pas trop parlé parce qu'aussi, dans chacune des productions, on a quand même un faible échantillon. Donc, plus on diminue la taille de l'échantillon, plus les résultats sont fragiles. Alors que j'ai préféré raisonner en global. Ensuite, la productivité en ovins. Bah, effectivement, donc je ne sais pas si Marie est présente aujourd'hui, peut-être pas, je n'ai pas vu son nom. Marie-Michael, tu es là? Non? Non. Non, justement, on s'était, quand Edith a observé ça, on avait appelé Marie, donc, qui est la référente au vin viande dans le réseau Bioréférence, pour avoir un peu plus de précision et confirmation qu'on ne s'était pas trompé dans les résultats. Et en fait, non, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques gros éleveurs. Alors, les ovins viande, c'est 10 exploitations, ce ne sont que 10 exploitations. Et là-dedans, il y a eu un ou deux éleveurs qui ont eu quand même, suite à des sécheresses, des résultats assez catastrophiques en termes de productivité numérique, donc des brebis vides, une grosse mortalité des agneaux, voire mortalité des brebis, et tout ça ont plombé les résultats moyens sur ces 10 exploitations. Donc il y a bien eu chez quelques exploitants, et apparemment, mais là, Marie pour en dire plus, il faudrait l'interroger directement, ces exploitants qui ont eu, entre guillemets, ces accidents, ces résultats très très défavorables, mettent en grande partie ces mauvais résultats techniques sur la sécheresse, où les animaux en ont vraiment pâti. À l'ITAB, là, on coordonne un réseau aussi de fermes au vin bio, et c'est vrai qu'on n'avait pas une augmentation de la productivité ovine, mais plutôt une stabilité. Donc c'est vrai qu'on se posait la question comment est-ce que ces résultats étaient spécifiques à votre échantillon ou pas. J'ai oublié une question importante, ce sera peut-être la dernière, mais j'aurais dû la poser même avant. Comment on définit la profitabilité? Quand dans ton exposé, tu parles de profitabilité, est-ce que tu peux préciser ce que ça veut dire? Ce n'est pas un terme qu'on utilise souvent. Oui, en fait, on pourrait dire le revenu, mais c'est le profit dégagé par l'exploitation que je vais, je dirais, distinguer du revenu par exploitant. C'est-à-dire le profit de l'exploitation dégagé par l'exploitation, c'est la somme des produits moins la somme des charges. Voilà. Donc, c'est un peu le revenu global de l'exploitation. Mais le revenu, on l'applique plutôt à des humains, c'est-à-dire le revenu par travailleur, par UMO, alors que si on raisonne global exploitation, on va plutôt parler de profit de l'entreprise dégagé par l'entreprise. C'est juste une question de sémantique, c'est la somme des produits moins la somme des charges.